Bienvenue dans le débat de France 24. Comme un air de rentrée des classes, un 22 juin, on n'avait jamais vu ça. Ici en France, à la veille des grandes vacances, les écoliers ont donc repris le chemin des cours pour quelques jours et puis s'en va. C'était le souhait du chef de l'État Emmanuel Macron, relayé par son ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, faire revenir la totalité des élèves sur les bancs de l'école avant la trêve estivale. Mais ce retour, que de nombreux parents appelaient de leur vœu, a-t-il encore un sens si tard dans l'année scolaire et alors que plusieurs pays font face à une reprise des cas de contamination au Covid-19? École, la France à contre-courant. On en débat avec Anne-Claude Crémieux, professeure de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis. Bonjour. Bonjour. Auteur de Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire. C'est paru aux éditions Lavoisier. Également parmi nous aujourd'hui, Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du SNES-FSU. C'est le premier syndicat chez les enseignants du second degré. Bonjour Sophie Vénétité. Bonjour. Françoise Nicolas est aussi avec nous, directrice du Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour. Bonjour. Et puis enfin le professeur Didier Pittet, médecin épidémiologiste et infectiologue aux hôpitaux universitaires de Genève. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, c'est un plaisir. Vous êtes également directeur du centre collaborateur pour l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pour la sécurité des soins. En effet. La France choisit donc de rouvrir en grand ses écoles pour 2 semaines, le temps qui nous sépare des vacances d'été. Des écoles qui n'ont jamais vraiment fermé leurs portes, elles accueillaient pour la plupart jusque-là les enfants des personnels soignants, puis ont élargi, pour celles qui le pouvaient, l'accueil à un plus large public depuis le 11 mai, date du déconfinement. Oui, mais là, c'est l'école pour tous et obligatoire qui reprend ses droits, avec pour l'occasion un protocole sanitaire largement allégé. Reportage à Wattrelos dans le Nord d'Anthony Joly pour France 2. C'est le grand jour, les enfants de maternelle sont de retour. Presque comme avant, le protocole sanitaire est allégé. Distanciation physique, on laisse les enfants circuler comme ils le souhaitent. Par contre, voilà, on se lave un petit peu plus les mains. Et puis sur le temps de récréation, on va faire des récréations par classe. Pendant ce temps-là, le personnel municipal aère la classe, passe un petit coup, nettoie, voilà, un peu plus que d'habitude. Aucune des écoles maternelles de la ville n'avait ouvert jusqu'ici. La mairie manquait de personnel et ne souhaitait pas perturber les enfants avec un protocole trop lourd. École désormais obligatoire pour tous les enfants de la maternelle au collège. Une nouvelle étape au cœur d'un casse-tête qui dure depuis des semaines. Le 12 mai, les écoles ont pu rouvrir, les collèges seulement la semaine suivante et uniquement en zone verte et en effectif réduit. Des tâtonnements, des hésitations et une question aujourd'hui, combien d'enfants iront à l'école? Le ministère souhaite que 97% des enfants y retournent avant les vacances, mais ce syndicat sait que ce sera beaucoup moins. Je ne pense pas qu'on aura 97% des élèves en cours, pour tout un tas de raisons, le contexte du moment, la période de l'année, entre guillemets les habitudes d'enseignement à distance ou de non-fréquentation de l'établissement qui ont été prises, l'attitude des parents qui parfois se sont organisés autrement. Reprise pour tous seulement sur le papier et avec parfois un emploi du temps très léger. Déception pour cette mère de famille en découvrant celui de son fils en 6e, 1 à 2 heures de cours maximum par jour. La mère de famille espère que cette situation ne sera plus la même en septembre, mais pour l'heure, personne n'est en mesure de dire à quoi ressemblera l'école après l'été. Sophie Vénétité, vous êtes satisfaite de cette reprise aujourd'hui? Votre syndicat, on le sait, à plusieurs reprises émis des doutes sur la capacité à accueillir de nouveaux élèves. Oui, alors effectivement, nous, on a toujours dit que la réouverture des écoles pouvait avoir un intérêt social, notamment dans l'idée que les élèves ne coupent pas pendant trop longtemps avec l'école. Mais bien évidemment, il ne fallait pas aller trop vite par rapport aux indicateurs sanitaires. Là, si on nous dit que les indicateurs sanitaires évoluent positivement, c'est quelque chose qu'on pouvait entendre. Mais c'est vrai qu'après, ça se heurte aussi à des difficultés d'organisation matérielle. On a été obligé de réorganiser une rentrée pour la 3e ou la 4e fois en quelques semaines, des informations qu'on a appris parfois très tardivement, par exemple le texte officiel sur la disparition, en tout cas le caractère non obligatoire du mètre de distance, il est paru ce matin au journal officiel. Donc il y a un intérêt à revoir les élèves d'ici la fin de l'année. C'est pas forcément un intérêt pédagogique, c'est davantage un intérêt social, mais il faut bien voir comment tout cela s'est fait dans une forme de cacophonie, notamment de la part du ministre de l'Éducation nationale. Et aujourd'hui, si des élèves sont revenus dans les écoles et les collèges, on est très loin du retour obligatoire de tous les élèves dans leur établissement ce matin. En tout cas, du côté des parents, c'est le scepticisme qui domine visiblement. D'après un sondage Odoxa d'Ensu Consulting pour France Info et Le Figaro, seuls
44% des parents interrogés souhaitent remettre leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, pour 56%, la présence obligatoire à l'école est même une mauvaise décision. Quelle est la crainte, d'après vous, Sophie Vénétité, voir leurs enfants contaminés? Est-ce que cette crainte, vous la partagez? Il y a très certainement une crainte sanitaire. Il y a des parents d'élèves qui ont pu nous en parler en disant qu'ils ne s'y retrouvaient pas forcément dans les multiples déclarations du ministre de l'Éducation nationale. Il y a des parents aussi qui n'y voient plus très clair sur l'organisation de l'école sur ces dernières semaines. Il faut dire qu'on a multiplié les ordres et les contre-ordres. Donc il y a certainement un mélange d'un peu tout ça, des inquiétudes sanitaires, des questionnements sur ce qui se passe vraiment à la fin de l'année. Et c'est vrai que les atermoiements de ces dernières semaines n'ont pas aidé. Et puis, on entend aussi monter cette petite musique du retour du virus, de la potentielle deuxième vague, dont on sent bien qu'elle elle a un certain écho dans certaines familles. Une crainte fondée, d'après vous, Anne-Claude Crémieux. Le conseil scientifique, on le sait, s'était opposé à la reprise des cours avant l'été, jugeant préférable de renvoyer à septembre la rentrée scolaire. Aujourd'hui, ces craintes, elles sont balayées par la science ou au contraire, elles reviennent avec force? Alors, je crois que par rapport à il y a 1 mois et demi, c'est-à-dire au moment du déconfinement, on a quand même 2 éléments qui sont importants. D'une part, on sait que malgré un déconfinement qui date de plusieurs semaines, l'épidémie n'a pas repris. Le virus circule encore extrêmement peu, même s'il faut être encore très vigilant et en particulier sur les clusters. Ça, c'est un premier niveau d'information qu'il faut prendre en compte. Et le deuxième niveau d'information, c'est les éléments que nous avons sur les enfants. On sait maintenant avec plus de certitude que les enfants sont moins sensibles à l'infection. Ça veut dire qu'ils sont moins souvent infectés lorsqu'ils sont au contact d'une personne qui est malade, moins souvent infectés que les adultes. Et on sait aussi qu'ils transmettent moins que les adultes. Donc c'est ça le propre de cette épidémie, c'est que on est obligé de tenir compte à la fois des circonstances épidémiques et aussi du progrès des connaissances. Et en ce qui concerne les enfants, je dirais tout converge pour considérer que la situation est quand même nettement plus favorable qu'au moment où le conseil scientifique a pris cette décision en disant qu'il fallait pas rouvrir les écoles. Didier Pittet, en Suisse, où vous vous trouvez, le Conseil fédéral a rouvert les écoles en même temps que la France le 11 mai dernier. Les élèves ont repris plus largement là-bas le chemin de l'école? Oui, disons que les jeunes élèves, les tout jeunes élèves en maternelle et les très jeunes années, ils ont repris immédiatement, certes en demi-classe pour 1 semaine, 2 dans certaines circonstances, et puis les choses se sont évidemment bien passées malgré certaines réticences de certains parents, de certains enseignants aussi. Je crois que ce qui est fondamental de comprendre, et ma collègue l'a parfaitement dit, les enfants ne sont définitivement pas la source de la transmission, ni de l'acquisition d'infections graves, à de rares exceptions près, ni de la transmission de Covid, surtout les très jeunes enfants. Et l'importance de reprendre les classes était vraiment liée à plusieurs éléments. On a parlé évidemment de problématiques sociales, mais il faut parler, y compris en Suisse, de fractures sociales. Il y a des enfants qui, n'allant pas à l'école, ont vraiment eu des grands soucis. Il y a eu des soucis dans les familles, et donc c'était vital de reprendre l'activité. Le rôle social de l'école est fondamental et la situation épidémiologique le permet parfaitement. Elle l'a permis en Suisse quelques semaines plus tôt peut-être, elle le permet maintenant en France et je pense que c'était fondamental que de cette reprise avec les barrières et les mesures barrières dont on parle, dont on peut modifier, discuter un tout petit peu certains aspects de leur implémentation. Mais je crois que sur le fond, l'évolution épidémiologique, la preuve par l'efficacité du confinement, globalement en Europe, démontre que les écoles ont pu être ouvertes. Je rappelle aussi que beaucoup d'entre nous, en tant qu'épidémiologistes, disions que, en tout cas pour les jeunes enfants, on aurait même pu imaginer, bien entendu, de ne pas fermer les écoles pour les enfants, disons, de 1 à 12 ans, par exemple, ce qui n'a pas été le cas dans la plupart des pays. Donc, ça veut dire à quel point nous étions confiants dans cette reprise des écoles. Pour ce qui est du collège, on obtient beaucoup plus facilement, évidemment, l'adhésion aux mesures barrières pour les enfants à partir de l'âge de 12 ans, et je crois que c'est tout à fait un bon principe que de reprendre cette scolarité.
Professeur Crémieux, on vient d'entendre à l'instant Didier Pittet dire que c'était vital de reprendre le chemin de l'école pour des raisons sociales, peut-être psychologiques aussi, au point même peut-être d'abaisser ces mesures barrières, d'abolir cette règle des 4 mètres carrés. Vous considérez aujourd'hui qu'il faut coûte que coûte reprendre le chemin de l'école, même si on ne porte pas forcément des masques, par exemple. On le sait, dans les collèges, l'idée c'est que si on ne peut pas respecter cette distance d'un mètre, eh bien il faut porter des masques. Je crois que c'est effectivement aussi une des leçons de cette crise, c'est que on en sait plus et par conséquent, évidemment, au fur et à mesure que le risque apparaît moins important, ce qui est le cas aujourd'hui pour les enfants, bien évidemment, on a envie de rééquilibrer un rééquilibrage entre le risque qui a baissé et le nécessaire bien-être des enfants lorsqu'ils sont en classe. Donc là encore, je trouve que c'est tout à fait légitime de baisser, de modifier aujourd'hui le curseur de cet équilibre entre les mesures sanitaires et les mesures qui permettent un meilleur accueil des enfants et un meilleur bien-être des enfants. Alors, on évoquait à la fin du reportage l'hypothèse de cette rentrée scolaire. Écoutez ce que Jean-Michel Blanquer a dit ce matin à ce sujet. C'était chez nos confrères de France Inter. Soit le virus a complètement disparu, et c'est possible. On peut toujours espérer ça, et dans ce cas, on reprend de manière normale. Soit il est un peu comme maintenant, c'est-à-dire pas très présent, et on aura des règles simples, comme aujourd'hui, où tout le monde peut venir, où les règles de distanciation sont très simplifiées. Puis, troisième hypothèse, il est là de façon très forte, et dans ces cas-là, on sera obligé d'avoir des règles un peu comme ce que l'on a eu dans la première période de déconfinement, d'avoir donc des tout petits groupes, et puis d'avoir des activités ailleurs, pour pouvoir avoir tous les élèves en même temps, mais pas tous dans le même groupe classe. Sophie Vénétité, les règles sont simples aujourd'hui, comme le dit Jean-Michel Blanquer. C'est loin d'être simple. Aujourd'hui, être directeur d'école, être chef d'établissement ou être professeur dans un collège ou dans un lycée, c'est loin d'être simple parce que on a organisé la réouverture des établissements scolaires plusieurs fois ces dernières semaines. On l'a fait un peu seul, on a eu très peu d'informations de la part de notre hiérarchie et pourtant on l'a fait. On continue de le faire. On continue de jongler avec des informations contradictoires, des informations qu'on apprend parfois d'abord dans la presse, dans les médias, en écoutant notre ministre d'abord s'exprimer dans les médias plutôt qu'envers nous. Donc c'est loin d'être simple. On a été au rendez-vous, contrairement à ce qu'on a pu entendre ces dernières semaines sur les profs qui n'auraient pas fait leur travail. On continuera de l'être, mais c'est vrai que la période est loin d'être simple à organiser. Vous comprenez, Anne-Claude Crémieux, ce qui a pu sembler effectivement à beaucoup de Français, et notamment de parents d'élèves et d'enseignants, comme des ordres et des contre-ordres successifs. Les pouvoirs publics ont vraiment été dans le flou, très légitimement d'une certaine manière, ou est-ce qu'il y a eu des atermoiements au plus haut niveau ? Je pense, là encore, si on se remet dans la perspective des crises, il y a une haut responsable du SRAS au Canada en 2003 qui disait au départ le fait de modifier les recommandations, de modifier les protocoles nous inquiétait. Et au fond, au fur et à mesure que la crise a avancé, on a compris que de modifier les protocoles, ce n'est pas négatif, c'est au contraire une réactivité vis-à-vis de l'évolution de l'épidémie et des connaissances. Et ça, moi, j'en suis persuadée. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on avance finalement avec une visibilité qui est relativement faible, et ce n'est pas étonnant qu'il y ait des réajustements. Alors moi, je comprends tout à fait nos collègues enseignants. C'est effectivement désarçonnant. Je peux leur dire, pour les encourager un peu, que nous aussi, nous avons connu ça dans les différentes crises à l'intérieur des hôpitaux. Sophie Vénétité, une réponse peut-être en pensant bien sûr aussi à la rentrée de septembre, parce que j'imagine que vous avez bien sûr en ligne de mire ce qui est finalement dans à peine plus de 2 mois et demi maintenant. Oui, alors c'est vrai qu'on comprend les choses ne sont pas forcément très stabilisées. On est face à une crise qui est par nature imprévisible. Ce qui a été le plus gênant ces dernières semaines, c'est que les parents ont pu entendre des choses dans les médias et qu'ensuite ils étaient extrêmement surpris de ne pas voir cette réalité dans l'école ou le collège de leurs enfants. Et c'est là qu'on a été parfois mis un peu en porte-à-faux par les nombreux atermoiements qui ont été Vous pensez à quoi en particulier, Sophie Vénétité ?
Par exemple, quand le président de la République ou le Premier ministre ou le ministre de l'Éducation nationale annonce que les élèves vont pouvoir être accueillis, par exemple, je pense que quand on dit tous les collèges de la zone verte vont pouvoir accueillir des élèves et que dans les faits, il faut un peu de temps pour organiser les choses et que 2 jours après, à la date qui était annoncée par le président de la République, tous les élèves ne pouvaient pas être accueillis parce que organiser un établissement scolaire, ça se fait pas ça se fait pas en 24 heures. Il faut 3-4 jours, prévenir les élèves, refaire les emplois du temps, organiser le sens de circulation dans les établissements scolaires. Et on a parfois des parents d'élèves, et c'était le cas dans le reportage que vous avez montré, qui après nous ont dit « Ah, mais ce que vous faites, ça ne correspond pas à ce qu'a dit le président de la République ou le ministre de l'Éducation nationale. » Sauf que nous, on vit au quotidien dans nos établissements, on sait comment ça se passe et on sait que parfois il faut un peu de temps. Donc, même si la crise est par nature imprévisible, même s'il y a des ajustements au quotidien, la façon dont a été gérée cette crise, la façon dont les informations nous ont été transmises n'a pas forcément été très efficace et a parfois contribué à creuser même un fossé entre les parents et les professeurs, alors plus que jamais, on a besoin de tirer ensemble dans le même sens. Et puisque vous évoquiez la rentrée de septembre, il est évident que pour nous, elle doit se préparer dès maintenant. En fait, il faut savoir que habituellement, à cette période de l'année, on la prépare, cette rentrée dans les établissements. On se réunit entre nous pour constituer les classes, on se réunit entre nous pour préparer l'accueil des élèves. Est-ce qu'on le fait sur une journée, 2 journées, quelle demi-journée, quelles activités? Et là, on est encore dans le flou plus total. Nous, on dit qu'on a besoin de travailler sur plusieurs hypothèses. Une hypothèse où le virus ne serait plus là, une hypothèse où le virus serait en train de circuler, qu'on puisse anticiper les choses, savoir ensuite le 28-29 août quelle hypothèse on applique, mais il faut qu'on l'ait anticipé. Il faut qu'on se prépare aussi à tout un travail pédagogique pour rattraper le retard qui s'est creusé ces dernières semaines. Pour nous, ça passe par exemple par la constitution de travail en petits groupes pour travailler plus facilement les méthodes. Il faut aussi qu'on adapte les programmes. On peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé cette année, donc il faut que ce travail-là soit fait rapidement aussi. Il faut qu'on pense aussi aux épreuves d'examen. Vous savez, maintenant, dans la réforme du bac, normalement, il y a des premières épreuves qui arrivent au mois de janvier. Ça arrive bientôt pour des élèves qui ont eu une année quand même largement perturbée. Donc tout ça, c'est des enjeux qui doivent se penser dès maintenant. Et pour l'instant, force est de constater qu'on a très peu d'informations de la part de notre ministre. Ces contraintes du corps enseignant, professeur Crémieux, elles vous semblent compatibles avec ce que peut dire aujourd'hui le degré d'information que peut livrer aujourd'hui le monde scientifique aux décideurs, c'est-à-dire aux politiques? Bon, ce que disait donc la personne qui m'a précédé, c'est que effectivement l'information est pas toujours limpide, l'information est pas toujours claire et n'arrive pas toujours directement aux enseignants, mais arrive avant dans les médias. Bon, je crois que c'est une critique sur le circuit de l'information et ça, dont acte. Ce n'est pas tant une critique sur le niveau, je dirais, de certitude des scientifiques. J'ai l'impression que les enseignants ont parfaitement compris que les scientifiques aujourd'hui restaient dans un vrai degré d'incertitude et je trouve que c'est parfaitement bien de l'avoir compris et je suis quand même extrêmement impressionné par ce que vient de dire l'interlocutrice en disant que ils sont en train de préparer différents scénarios. Je dirais que c'est parfaitement optimal. Il faut effectivement anticiper parce que jusqu'à présent, il faut bien le dire, on a été toujours un peu en retard par rapport à la crise, hein, et si on peut reprendre la main, c'est aussi bien, mais je dis ça aussi pour notre domaine, hein, le domaine médical, et il faut aussi considérer ce caractère imprévisible, c'est-à-dire d'être capable de mettre sur la table différents scénarios. Professeur Pittet, vous vouliez réagir vous aussi? Oui, écoutez, volontiers, parce que je crois que ce que notre collègue enseignante et représentante des enseignants nous a dit est valable pour tout le monde. Je tiens à dire que tous les hôpitaux doivent se préparer à plusieurs scénarios et avoir des lits prêts pour recevoir des patients Covid, pouvoir continuer à fonctionner. Je tiens à dire que les banques, les assurances doivent savoir comment ils devront travailler, quel sera le pourcentage de télétravail, les chantiers pareils. Et donc, nous sommes tous devant cette incertitude. Je crois que nous devons tous être modestes. Personne ne peut prédire ce que sera la rentrée, comme on l'appelle, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on va s'approcher de l'automne et que l'automne sera un automne différent des autres où il faudra faire beaucoup de tests. Maintenant, par rapport à votre incertitude, par rapport à la disparition du virus, le virus ne va pas disparaître. Donc, il sera là, il faut simplement vous préparer. Et je crois que ce
appelons-le ce test que vous êtes en train de faire dans des conditions, certes, peut-être qu'il y a eu des problèmes de communication, j'entends bien, je ne suis pas en France, je ne suis pas non plus dans l'enseignement, je peux pas vous répondre, mais, et je n'ai pas à vous répondre, mais je crois que vous pouvez déjà vous mettre dans un scénario de reprise avec finalement le désir et l'envie que l'école reprenne sa vraie place, quitte à ce que, éventuellement, certains cours soient donnés peut-être en classe diminuée ou autre. Préparer un scénario. La place, c'est justement la question cruciale. Hein. De quelle place auront besoin les élèves, compte tenu des normes sanitaires qui prévaudront au mois de septembre? C'est sans doute ça, hein, de ça que dépendent les capacités d'accueil des établissements aujourd'hui. Tout à fait, absolument. Et je crois qu'il faut se dire que le virus sera bien entendu présent, il ne sera pas disparu, que les mesures barrières auront d'autant plus d'importance à l'automne parce que nous aurons tous les virus respiratoires qui seront là également, et il faudra faire la part des choses entre les différents virus respiratoires, et que de toute manière, ces gestes barrières seront valables puisqu'ils réduiront également les risques de transmission des autres virus, y compris de la grippe, qui font finalement aussi des dégâts. Quand l'enfant manque l'école 3 jours à cause d'un virus respiratoire banal, eh bien, c'est important parce que c'est un manque d'enseignement pour lui et potentiellement. Donc, vous devez vous préparer à effectivement une rentrée qui sera différente des autres rentrées. C'est le conseil que je vous donnerai, c'est le scénario principal que j'étudierai. Et oui, mais les murs des établissements ne sont pas extensibles. Hein. Et oui, mais les murs des hôpitaux ne le sont pas non plus, le mur des assurances ne le sont pas non plus, et les transports publics ne sont pas non plus extensibles. Donc, chacun doit apprendre à vivre avec ces gestes barrières et préparer, être créatif par rapport à ces reprises, de manière à ce que, si je devais parier, je dirais simplement que la distance sociale devra continuer à être maintenue, alors qu'on la mette à juste au-dessus d'1 mètre ou à 1,50 m, ou dans certains pays, on l'a mise à 2 mètres. Et aujourd'hui, on est en train de la remettre à 1,50 m. La question n'est pas là. Il faut travailler ces scénarios-là parce que c'est ça qui est important, en plus des scénarios dont vous parliez qui sont éminemment importants, c'est-à-dire que les élèves apprennent ce qu'ils n'ont malheureusement pas pu apprendre à cause des conditions qu'on sait. Sophie Vénétité vous répond rapidement et puis on repart justement avec vous dans un instant. Sophie Vénétité, ça vous semble réaliste ce que vient de dire le professeur Pittet, c'est-à-dire accueillir les élèves en respectant des normes de distanciation sociale, ce qui n'était pas le cas évidemment dans le passé? Oui, alors en fait, il faut qu'on travaille sur plusieurs scénarios. Et nous, on a déjà un peu commencé à le faire. C'est-à-dire qu'on se dit, si tout va bien, eh ben, on prépare une rentrée avec nos classes habituelles, 30 à 35 élèves. Si ça ne va pas bien, il faut qu'on prépare une hypothèse où on fait rentrer les élèves peut-être de manière un peu plus échelonnée dans la semaine, où il y a une partie des élèves qui sont là, par exemple, le lundi, mardi, et qui font de l'enseignement à distance le reste de la semaine, ou alors du travail anti-groupe. Mais tout ça, on est prêt à le faire. On est prêt les enseignants sont prêts à cette souplesse? En tout cas, je crois qu'on a montré ces dernières semaines qu'on était une institution qui était assez souple et qui était capable de s'adapter, contrairement aux caricatures souvent répandues, par exemple, sur le mammouth de l'éducation nationale. Donc, on a montré qu'on pouvait s'adapter. Référence à Claude Allègre. On est prêt à inventer des choses, on est prêt à travailler sur différentes hypothèses, mais il faut qu'on le fasse maintenant. On va pas attendre le 28 août pour se dire on chamboule tout ce qu'on avait prévu pour organiser une rentrée. La rentrée, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les élèves. Donc nous, le message qu'on a à faire passer, c'est préparons-le dès maintenant, préparons différentes hypothèses pour ne pas être pris au dépourvu au mois d'août ou plus tard même au mois de novembre. Alors se pose justement la question du retour de l'épidémie. La Suisse, Didier Pittet, était relativement épargnée par cette épidémie de Covid-19. Aujourd'hui, le président de la Task Force scientifique fédérale dédiée à l'épidémie affirme que la levée du confinement était trop rapide. On observe une augmentation presque d'un tiers des cas en une semaine. Il faudra, dit-il, imposer des masques à grande échelle, y compris à l'école. Alors écoutez, je me suis exprimé dans la presse par rapport à ces commentaires. Je pense qu'ils sont un tout petit peu à nuancer, puisque au fond, les chiffres qui ont été annoncés hier n'annonçaient pas qu'un tiers des cas dont on parlait étaient des cas qui dataient du mois de mai et du mois de mars, déclarés beaucoup trop tard par les cantons. Ça, c'est un problème de surveillance en Suisse. Non, je crois que le masque ne sera pas du tout rendu obligatoire en Suisse. Il le sera quand la distance sociale ne peut pas être respectée. Par exemple, dans les transports publics, lorsque vous êtes à moins d'1 mètre les uns des autres, mais ce sera dans ces circonstances-là.
Je pense que le masque ne sera pas nécessaire du tout à l'école alors que les enfants sont assis et suivent les cours. Évidemment qu'il y aura des situations où peut-être ce masque pourra être discuté dans les grandes écoles lorsque cette distance sociale ne pourra pas être maintenue. Non, je crois que on n'a pas parlé d'hygiène des mains, mais je crois que s'il y a une des choses qu'il faudrait faire dans les rentrées en classe, c'est de prévoir la solution hydroalcoolique pour chaque élève rentrant dans la classe, au moins en entrant, en sortant, parce que ce seront des éléments importants. Entre l'hygiène des mains et la distance sociale, on pourra parfaitement reprendre l'école et pouvoir être sûr que les enfants reçoivent le bon enseignement. Et je suis ravi d'entendre que vous imaginiez justement pour les élèves qui peuvent le faire, mais ça tombe bien puisque ce sont les plus âgés d'entre eux, il y aura certainement du télétravail, enfin de la télééducation, alors que bien sûr pour les maternelles et les crèches, on peut garder tous ces enfants ensemble et ça ne fera pas de souci, moyennant quelques recommandations. Didier Pittet, à l'échelle mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, justement, l'OMS que vous connaissez bien, a fait état hier d'une progression record du nombre de cas d'infection par le coronavirus à travers le monde. On a tendance à l'oublier, mais l'épidémie, elle est encore en pleine expansion à travers la planète. Oui, mais soyons honnêtes, le nombre des cas est maximal. Pourquoi ? Parce qu'il est maximal aux États-Unis, qui a un très mauvais plan de lutte contre l'épidémie de Covid. Je ne vais pas entrer dans les détails, sauf si on me le demande, et au Brésil. Donc, ces deux pays-là ont fait plus de 50 000 nouveaux cas en une journée, ce qui est un record, ce qui simplement témoigne du fait que l'épidémie ou la pandémie suit son cours actuellement. Terrible en Amérique latine, en Amérique du Sud, c'est absolument terrible et c'est simplement la progression de la pandémie. Mais ça n'a rien à voir avec le succès constaté et mesuré et chiffré du confinement ou semi-confinement, appelons-le comme on voudra, en Europe, en France, en Suisse, en Allemagne, en Belgique et évidemment j'en passe, y compris en Espagne. Donc je crois que l'Europe a extrêmement bien travaillé. L'Européen a été en règle générale un citoyen qui a adhéré aux consignes et je crois que nous démontrons que nous sommes capables de gérer cette situation, y compris au plan européen. Je me réjouis de voir les efforts mutuels des pays qui peut-être vont converger dans une approche pour aider l'économie européenne, mais évidemment, ça c'est une autre discussion. Ça pose évidemment la question de la Chine, foyer d'origine de l'épidémie à Wuhan. Les cas sont en hausse, mais cette fois à Pékin, la capitale. Depuis le retour de l'épidémie à Pékin, ces stades transformés en centres de dépistage ne désemplissent pas. En une semaine, des centaines de milliers d'habitants de la métropole ont été testés. Pas question pour les autorités chinoises de relâcher leur vigilance face au Covid-19. 早发现了，也有机会更早的去治疗，对我们的这个病情恢复也是有很好的这个效果的。同时也是帮忙阻断了这个病毒的传播。 Le gouvernement local lancé dans une course contre la montre pour freiner la contagion dans la capitale aux 21 millions d'habitants. Depuis l'apparition de nouveaux cas dans un marché de gros, des mesures très strictes ont été mises en place. Dans l'urgence, une trentaine de quartiers résidentiels placés en quarantaine, les établissements scolaires fermés jusqu'à nouvel ordre. Des milliers de vols annulés aussi. Pékin s'est peu à peu coupé du reste de la Chine ces derniers jours, en limitant notamment les voyages en dehors de la ville. 严禁涉疫风险人员出境，主要包含3类人员：一是全市确诊病例无症状感染者和有发热症状人员；二是5月30日以来进出新发地批发市场。 Les derniers chiffres communiqués lors du bilan quotidien montrent une légère baisse du nombre de contaminations, une vingtaine de nouveaux cas en une journée. Les autorités locales l'assurent, l'épidémie serait désormais sous contrôle. Françoise Nicolas, on sait réellement où en est l'épidémie en Chine aujourd'hui? Eh bien, il semble que l'épidémie ait repris, mais il ne faut pas non plus dramatiser à outrance la situation. Je pense que ce qui se passe à Pékin n'est absolument pas comparable à ce que l'on a observé à Wuhan au mois de février et mars. Là, ce que l'on voit, c'est l'émergence ou l'apparition d'un nouveau foyer. Alors évidemment, les autorités ont été très promptes à réagir pour diverses raisons d'ailleurs, et comme
vous le montrez le reportage, on a eu une réaction rapide et très énergique, hein. On a en particulier la fermeture de tous les marchés, puisque ce foyer a été observé dans un marché, donc du coup tous les marchés ont été fermés. Interdiction de la vente du saumon, puisque a priori c'était sur un étal de vente de saumon que le virus avait été détecté. Confinement de différents quartiers, une campagne de dépistage massif, on a vu les images. Évidemment, en Chine, tout est toujours extraordinairement spectaculaire, parce que tout est sur très très grande échelle. Et on a eu, a priori, de ce qu'on peut voir dans la presse, en tout cas, plus de 300 000 visiteurs qui avaient été identifiés comme étant passés sur ce marché, qui auraient été testés. Donc là, il y a une capacité de réaction qui est extraordinairement élevée, mais ça, je dirais, c'est un peu classique en Chine. Et comme tout est décidé au niveau central, que ce soit au niveau central pour l'ensemble du pays ou au niveau central à l'échelle de la ville de Pékin, la réaction est très rapide. Bon, pour autant, je ne pense pas que l'on puisse parler vraiment d'une deuxième vague. On a beaucoup entendu cette expression, mais le nombre de cas est loin d'avérer cette hypothèse de deuxième vague. Ce que l'on a, c'est simplement l'apparition de nouveaux foyers. Ce foyer, d'ailleurs, aurait essaimé un petit peu ailleurs, puisqu'il y a d'autres provinces qui ont été touchées, mais le nombre de cas reste quand même extraordinairement faible. La promptitude, cela étant, ou la rapidité de la réaction des autorités, elle s'explique par toute une série de facteurs. Évidemment, le premier facteur, c'est le souci d'éviter une nouvelle crise sanitaire. Donc là, il y a un enjeu sanitaire que les autorités ont voulu saisir. Donc, ils ne veulent pas qu'un nouvel épisode du type de celui de Wuhan se reproduise. Au point de surréagir. Non, je ne pense pas que ça soit une surréaction, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà de l'aspect strictement sanitaire, il y a aussi un aspect économique. Et là, les autorités sont très, très soucieuses de faire repartir la machine économique chinoise. Elle est restée bloquée pendant 1 mois et demi à 2 mois, et on a eu un effondrement de la croissance. Et ça, c'est un vrai problème pour les autorités, d'autant que la croissance, c'est quand même la base de la légitimité du pouvoir politique. Il n'y a pas d'élection en Chine, tout le monde le sait, et la légitimité du pouvoir, elle est adossée aux bonnes performances économiques. Donc le souci de relancer la machine et de repartir sur une trajectoire de croissance assez forte, ce souci, il est très très important et très présent dans l'esprit des dirigeants chinois. Et puis il y a une troisième dimension aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est la dimension politique. Cette lutte contre le virus et le succès de la lutte contre le virus observé en Chine, ce succès, il a été érigé en exemple et il a été utilisé, surutilisé, médiatisé par les dirigeants pour montrer à quel point le régime chinois était supérieur aux régimes démocratiques et occidentaux. Cette crise, elle a été utilisée à cette fin-là. Et donc, ce que les dirigeants veulent essayer de montrer, c'est qu'ils sont toujours aux manettes, ils contrôlent la situation, parce que sinon tout leur bel argumentaire, tout leur récit de la supériorité du régime chinois par rapport aux régimes occidentaux, tout ça s'effondrerait. Anne-Claude Crémieux, 20 à 30 nouveaux cas par jour, est-ce le signe d'une épidémie qui continue de progresser à bas bruit, ou au contraire, eh bien d'une situation totalement sous contrôle aujourd'hui pour les autorités chinoises? Alors effectivement, je pense que ce qu'on a quand même, là aussi, on est plus optimiste aujourd'hui qu'on pouvait l'être il y a quelques mois. On a bien vu que lorsque la réaction des autorités était très rapide et qu'elle s'appuyait sur ce trépied qui est identifier très rapidement les personnes qui portent le virus et les isoler, rechercher très rapidement tous les contacts, y compris les contacts asymptomatiques, et enfin installer rapidement là aussi des mesures barrières, eh bien avec ces 3 ordres de mesures et cette réactivité, on arrivait à éviter des confinements généralisés. Ça, c'est une vraie leçon. Et c'est pour ça que ça soit en Chine ou que ça soit dans les pays européens ou ailleurs, on se dit que aujourd'hui, avec des tests,
avec des autorités sanitaires qui sont beaucoup plus réactives, avec une population qui est éduquée, parce qu'elle a appris ces mesures barrières, eh bien, on devrait s'en sortir, même si il y a de nouveaux foyers, sans un confinement généralisé qu'on a connu. Donc, on est, je dirais, plus optimiste sur les capacités des différents pays à maîtriser des foyers, même importants comme celui qu'il y a eu à Pékin. Cette fois-ci, néanmoins, Françoise Nicolas, on confine, y compris les écoles. Oui, effectivement, il y a eu report de la réouverture des écoles qui était prévue. Mais là encore, je pense que le professeur Camus a tout à fait raison. Ce que les Chinois montrent, c'est qu'ils ont appris, ils ont tiré les leçons du premier épisode et ils ont tiré les leçons d'épisodes antérieurs d'ailleurs. Ils savent qu'il faut agir vite. Et de ce point de vue-là, comme je disais tout à l'heure, la Chine est très capable d'agir vite et de mettre en œuvre des mesures très énergiques. Et là, ce que l'on observe, c'est qu'ils sont capables de tester 1 million de personnes par jour. En tout cas, c'est ce qu'ils affichent. Donc là, on a une capacité de réaction extrême, ce qui permet effectivement de juguler une éventuelle contagion. Donc là, on a de fait l'identification des personnes. On a identifié exactement qui était passé par le marché en question, quels avaient été les contacts de ces personnes-là. On a identifié plus de 300 000 visiteurs. Donc là, on a une capacité de réaction extrême qui permet, je pense, de juguler ce nouvel accès de fièvre. On peut faire confiance aux autorités chinoises en matière de transparence cette fois ? Je pense là qu'ils ont tout intérêt malgré tout à ne pas trop raconter d'histoire. Et là encore, même sur le premier épisode, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu un mensonge aussi important qu'on a bien voulu le dire. Certes, il y a eu une absence de transparence au départ, mais vraiment tout à fait au démarrage. Une fois que vraiment la contagion était avérée, je pense que les chiffres qui ont été annoncés ont peut-être été un petit peu minimisés, mais l'écart entre la réalité et ce qui a été annoncé n'était peut-être pas aussi important que ça. Cette fois-ci, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ils sont très soucieux d'endiguer le mal très rapidement pour toutes ces raisons sanitaires, économiques, politiques. Et donc là, je ne pense pas du tout qu'ils aient intérêt à raconter des sornettes en quelque sorte. Mais ce que ce nouvel épisode montre, c'est que le virus est toujours là, qu'il circule, et que l'épidémie n'est pas complètement terminée. Et ça, c'est une leçon que nous avons, je pense, nous, à retenir aussi. Ce n'est pas simplement les Chinois qui doivent retenir cette leçon, c'est nous aussi. Je pense qu'il faut être prêt au cas où il y ait un redémarrage, ou en tout cas l'apparition de nouveaux foyers, sans pour autant qu'il y ait une nouvelle épidémie foudroyante. Mais il faut être très vigilant et être prêt à réagir rapidement, comme les autorités de Pékin l'ont fait au cours de cet épisode. Je pense qu'effectivement, la rapidité de réaction est la clé du succès. C'est ce qui a été montré tant à Taïwan qu'en Corée du Sud. Mais là encore, en tout cas dans le cas de la Corée du Sud, on voit que même si la réaction a été rapide, même si les mesures prises ont été extrêmement efficaces, on n'est jamais à l'abri d'un redémarrage de l'épidémie. Redémarrage de l'épidémie, professeur Pittet, quand on voit que la Chine confine, enfin en tout cas Pékin, jusqu'aux écoliers eux-mêmes, dont on nous disait pourtant qu'ils étaient peu contagieux, ou qu'en tout cas ils transmettaient peu le virus. Et puis il n'y a pas qu'en Chine, puisque on voit en Allemagne le taux de reproduction qui bondit à nouveau, au-dessus presque à 3 dimanche, contre 1,79 la veille. Et puis l'Italie qui s'inquiète aussi après des clusters à Rome. C'est inquiétant ce qui se passe en Chine et ailleurs en Europe? Alors, pour ce qui se passe en Chine, je rejoins parfaitement ce que mes deux consoeurs viennent de dire. Et je dois dire que pour resituer le tableau pour les auditeurs, nous sommes à Pékin, 21 millions d'habitants. Nous sommes dans le plus grand marché de Pékin. Imaginez 8 à 10 fois le marché de Rungis. Et pourtant, Dieu sait, c'était un grand marché. C'est un marché sur lequel il y a plus de 80 000 restaurants. Donc, vous imaginez la taille, l'ampleur de la réaction du gouvernement est magistrale, avec 200 sites de tests où ils peuvent tester près de 100 000 personnes par jour. Donc, on est vraiment dans des proportions qui, pour moi, sont extraordinaires, voire même exagérées pour certains aspects. On vous semble admiratif, en tout cas. Hein. Je suis admiratif, mais je rejoins mes consoeurs. Je suis admiratif par la réactivité, c'est indéniable. Mais évidemment, ils n'ont guère diagnostiqué que dans les 4 premiers jours à peine 150 cas.
n'est-ce pas, malgré tout ceci, 150 cas, c'est un tout petit peu plus de doute de ce qu'on diagnostique en Suisse dans la même période, la Suisse qui fait 8 millions d'habitants. Donc, il y a eu une hyper-réactivité. Je rejoins mes consoeurs par rapport à cette situation. Personnellement, je n'aurais pas fermé les écoles parce que je ne vois pas comment les écoles pouvaient être liées à cette histoire. Mais bon, je laisse les épidémiologistes chinois le bien fondé de cette décision. Alors maintenant, est-ce le début d'une deuxième vague en Chine? Clairement non. Ce n'est pas le début d'une deuxième vague en Chine. Sûr que non. Maintenant, est-ce qu'il faut être vigilant dans tous les pays dans lesquels, bien entendu, le virus est déjà passé? Oui, bien évidemment. Et on voit qu'en Allemagne, avec un événement dans les abattoirs, dans le plus grand abattoir d'Allemagne, dans lequel les conditions de travail sont pas ce qu'on pourrait attendre, avec des ouvriers immigrants qui sont pas toujours déclarés, dont on ne sait pas exactement dans quelles conditions ils vivent. On voit à Rome un départ de mini-foyers qui devient un peu plus grand que précis, que prévu. On sait que c'est difficile de faire de la bonne épidémiologie, mais pour l'instant, on ne peut pas parler de deuxième vague. On peut parler d'épidémiologie de terrain attentive. Et je me suis réjoui la semaine dernière qu'en France, vous ayez diagnostiqué environ plus de 70 départs de mini-foyers et que ceux-ci soient contrôlés. Ça veut dire que la santé publique est vigilante, que le citoyen a compris qu'il doit se faire tester et que le système fonctionne, parce qu'il faut que ce système fonctionne si on veut justement éviter cette deuxième vague. Vous voilà rassurée, Sophie Vénétité, au nom des enseignants que vous représentez, qui, pour beaucoup, n'ont pas quitté les écoles et qui, en tout cas, retrouvent l'ensemble de leurs élèves aujourd'hui et s'apprêtent à les retrouver en septembre. C'est vrai que si les éléments scientifiques vont dans le sens dans un sens plutôt positif, on les écoute bien volontiers. Vous savez, nous on est enseignants, on n'est pas scientifiques, donc on écoute bien volontiers tout ce que nous disent les scientifiques. Après, nos craintes, elles se portent beaucoup sur la gestion des épisodes à venir, des semaines à venir, des mois à venir par l'éducation nationale. S'il y a une forme de reprise de l'épidémie ou même tout simplement des clusters localisés, nous les questions qu'on pose, c'est comment c'est géré au niveau de l'éducation nationale, quelle réactivité pour prévenir les uns et les autres, pour isoler les uns et les autres. Et jusqu'ici, quand on a eu des cas de Covid dans des écoles ou des collèges, on a vu parfois des réactions un peu à géométrie variable. Donc nous, il nous semble, mais là aussi dans un souci d'anticipation et donc d'efficacité, qu'il faut peut-être affiner les procédures dans l'éducation nationale en vue des prochaines semaines et surtout des prochains mois, puisque pour nous, l'année scolaire ne va pas tarder à toucher à sa fin. Par contre, il faut qu'on prépare vraiment d'urgence toutes les dimensions de la prochaine rentrée pédagogique et sanitaire. Merci Sophie Vénétité d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce débat. Merci également aux professeurs Crémieux et Pittet d'avoir participé, ainsi qu'à Françoise Nicolas. C'est la fin de ce débat. Merci d'y avoir assisté. Merci également à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.